Donc je vais vous parler de la prise en charge du mésothéliome en 2013 en me reposant sur les recommandations de l'ERS, European Respiratory Society, et de l'European Society of Thoracic Surgeons. Et ces recommandations ont été publiées en 2010 et n'ont pas beaucoup évolué depuis. Donc ce sera la base de cet exposé. Le mésothéliome pleural malin, vous savez que c'est une tumeur qui est rare, qui est agressive malgré sa latence qui est habituellement autour de 40 ans. Pour ce qui concerne l'Europe, l'amiante est interdite d'utilisation depuis 2005, mais étant donné le temps de latence de développement du mésothéliome, il faut s'attendre à une augmentation de fréquence encore pendant 10 ans environ. Le nombre de cas annuels en Europe est évalué à 20 cas pour 1 million d'habitants. Et si l'amiante est interdite en Europe depuis 2005, je ne sais pas ce qu'il en est au Liban, à vrai dire, beaucoup de pays utilisent encore l'amiante et il y a même des pays qui sont gros producteurs. Et il faut les connaître parce que quand on a des patients qui viennent de ces pays, il faut savoir que le mésothéliome est relativement fréquent. C'est la Russie, la Chine, le Kazakhstan, le Brésil et le Canada. Et donc c'est un matériau qui est encore très largement utilisé. Vous avez ici une vue d'un chantier que j'avais pris au Vietnam, je crois, où les plaques d'amiante ciment sont encore très utilisées. Alors voici les courbes du nombre de cas attendus de mésothéliome. Vous voyez qu'il y a eu une augmentation régulière depuis les années 70 et qu'on s'attend d'ici 2020 à peu près à arriver à un pic et ensuite une descente progressive du fait de l'arrêt de l'utilisation de l'amiante en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Italie, en Suisse et aux Pays-Bas. Donc nous n'avons pas encore atteint le sommet, mais nous n'en sommes pas très loin parce que 10 ans, c'est vite passé. Au passage, il faut dire qu'on s'attendait à un moment donné à avoir une augmentation régulière et beaucoup plus prononcée que cela, mais maintenant on estime qu'on est relativement proche du pic d'incidence. Alors on va passer en revue les différents aspects du mésothéliome. Le premier point, c'est le dépistage. Peut-on dépister aujourd'hui le mésothéliome ? Les recommandations de l'ERS sont parfaitement claires. L'intérêt du scanner comme méthode de dépistage n'est absolument pas démontré. Alors, il faut savoir ce que l'on entend par dépistage, c'est-à-dire identifier, diagnostiquer une maladie chez un patient asymptomatique et chez qui nous pourrons avoir un traitement efficace qui va modifier le pronostic de la maladie. C'est la définition du dépistage. Donc l'intérêt du scanner comme méthode de dépistage n'est absolument pas démontré. Cela ne veut pas dire que les patients chez qui on va trouver un mésothéliome ne vont pas, dans les pays où il y a une indemnisation, ne vont pas pouvoir bénéficier d'une indemnisation, mais c'est totalement différent de l'amélioration du pronostic. Ça, c'est pour le scanner. Donc, faire un scanner précoce, est-ce que ça modifie le pronostic ? C'est absolument pas démontré. Il y a un certain nombre de marqueurs qui sont à l'étude. Il y a en particulier la mésothéline, l'ostéopontine, mais la sensibilité et la spécificité de ces marqueurs est insuffisante pour envisager les utiliser comme méthode de dépistage. Pour ce qui concerne les signes cliniques, vous savez que malheureusement ils sont non spécifiques. La dyspnée, la douleur thoracique sont relativement fréquentes, on la retrouve dans 60% des cas, de même que l'extension pariétale, médiastinale et même péritonéale qu'il ne faut pas oublier quand on est pneumologue. Et par ailleurs, il y a un certain nombre de syndromes paranéoplasiques qu'il faut connaître, l'hypercalcémie, l'hypoglycémie,
l'anémie auto-immune et les troubles de coagulation. C'est un ensemble de manifestations qui incitent à rechercher un mésothéliome. Le scanner thoracique, c'est l'examen clé pour le diagnostic du mésothéliome. Qu'est-ce qui est assez caractéristique? Eh bien, vous le savez, c'est l'épaississement pleural, associé ou non avec un épanchement pleural. Et quand vous avez un épaississement pleural qui dépasse 1 cm, qui est plus ou moins nodulaire, comme sur ce scanner, eh bien, la sensibilité est de 84% et la spécificité de 100% dans cette série. C'est une série. Donc, un aspect comme ceci est tout de même très, très évocateur de mésothéliome. Je suis un peu surpris de la spécificité parce que ce sont des aspects qu'on peut avoir dans d'autres types d'atteintes tumorales pleurales, y compris des métastases pleurales de cancer du sein, mais néanmoins, c'est tout de même un aspect qui est très, très évocateur. Le TEP scan, eh bien, le TEP scan, on peut dire que c'est un examen qui n'a pas un intérêt très clair dans le mésothéliome. C'est vrai que la sensibilité est bonne, 96%, la spécificité 88%, mais qu'est-ce que cela veut dire? Pas grand-chose. C'est une valeur prédictive positive de 93% et négative de 93%. Ce que l'on peut retenir, c'est que c'est utile pour le bilan d'extension, peu utile pour le diagnostic. Alors, peu utile pour le bilan d'extension, c'est surtout pour les exceptionnelles formes chirurgicales où on aura recours au TEP scan. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des faux positifs, comme vous savez, les infections pleurales, la tuberculose, et puis des faux négatifs, c'est-à-dire quand la plèvre est trop fine, c'est exactement comme les tumeurs pulmonaires, eh bien la plèvre ne fixe pas. Le diagnostic anatomopathologique. La cytologie, la rentabilité de 30%, donc ça n'est pas une méthode de diagnostic du mésothéliome. On ne fait pas un diagnostic de mésothéliome sur la cytologie. Les biopsies pleurales, c'est guère mieux, 24% en moyenne. Ce sont les chiffres qui sont dans le rapport de l'ERS. Donc c'est pas mieux. Ces deux méthodes ne permettent pas de faire le diagnostic de mésothéliome. La seule façon de faire un diagnostic de mésothéliome, c'est la thoracoscopie et de faire des biopsies larges au niveau de la plèvre. En sachant que cette thoracoscopie, quand elle est faite par des opérateurs entraînés, eh bien les complications sont peu fréquentes, moins de 10%. Donc la thoracoscopie est la méthode recommandée pour avoir de bons prélèvements et porter un diagnostic sûr. Sur le plan anatomopathologique, la dernière classification utilisée est celle de 2004, qui permet de différencier le mésothéliome malin épithélioïde, qui représente 68% des cas, le mésothéliome malin sarcomatoïde, qui est beaucoup plus rare, 12%, avec un sous-type desmoplastique, 1%. Et puis vous avez 20% de mésothéliome mixte, à la fois épithélioïde et sarcomatosique, ou dit mixte ou biphasique, 20%. Et puis d'autres formes plus rares, les tumeurs anédomatoïdes, les mésothéliomes papillaires, mais ce sont des formes rares. Voici une image assez caractéristique, je n'ai pas dit typique, assez caractéristique de mésothéliome épithélioïde. Donc l'épithélioïde, c'est la forme essentielle. En réalité, pour faire le diagnostic, eh bien, il faut obligatoirement utiliser l'immunohistochimie. Et vous avez ici, l'immunohistochimie va permettre de différencier deux choses. Différencier le mésothéliome épithélioïde de l'adénocarcinome. Et pour pouvoir différencier les deux, vous voyez qu'il y a toute une série de marqueurs du mésothéliome ici, avec une positivité qui est pratiquement de 100%, et des marqueurs pour l'adénocarcinome, et ces mêmes marqueurs sont négatifs dans 100% des cas. Donc vous voyez que ces marqueurs sont très discriminants, et on admet aujourd'hui qu'il faut deux marqueurs positifs, et au moins deux marqueurs positifs, et au moins deux marqueurs négatifs pour différencier mésothéliome épithélioïde et adénocarcinome.
Donc l'immunohistochimie est indispensable pour porter le diagnostic de mésothéliome. De la même façon, pour différencier le mésothéliome sarcomatoïde du carcinome épidermoïde, il faut au minimum 2 marqueurs positifs et 2 marqueurs négatifs. Vous avez par ailleurs des biomarqueurs sériques. Alors, il y en a plusieurs qui sont à l'étude à l'heure actuelle. Il y a l'ostéopontine, la mésothéline soluble, le MPF, mégakaryocyte potentiating factor, la calrétinine soluble. Il y a des publications régulières sur ces différents marqueurs, et puis il y en a d'autres encore. Mais pour l'instant, cela peut se résumer simplement, il n'y a pas de preuve pour l'utilisation en pratique clinique de ces différents marqueurs. Donc, ne vous battez pas avec vos biochimistes pour à tout prix avoir ces marqueurs. Pour l'instant, c'est à l'état de recherche, mais ça n'est pas passé dans la pratique clinique. La stadification. La stadification, c'est le TNM 2004. Ce qu'il faut retenir de cette stadification, c'est que les tumeurs T1 petit a, ce sont des tumeurs limitées à la plèvre pariétale, puisque c'est à ce niveau-là que commence le mésothéliome, pariétale, diaphragmatique, sans envahissement de la plèvre viscérale. Le T1 petit a, c'est vraiment ce qu'il faut retenir, parce que ce sont des formes très exceptionnelles, très localisées, et qui pourront justifier d'un traitement chirurgical. Parce qu'ensuite, vous avez des stades de plus en plus évolués. Le T3, c'est une tumeur potentiellement résécable. Et le T4, tumeur inextirpable avec une extension pariétale ou médiastinale. Et puis le N et le M qui sont classiques. Il faut bien dire qu'en dehors de ces formes très localisées, cette stadification n'a pas un intérêt énorme sur le plan pratique. Ce qui est peut-être plus intéressant, et c'est toujours dans le rapport de l'ERS sur la prise en charge du mésothéliome, ce sont les paramètres qu'il faut considérer pour la prise en charge de ces patients. Alors, à la présentation, c'est simple, le sexe, l'âge, l'exposition à l'amiante, le performance status, c'est-à-dire l'état général, les comorbidités, et puis un bilan relativement simple, l'atout, la dyspnée, un bilan relativement simple avec une radiographie de thorax et un bilan biologique standard. Pour les patients chez qui on pourra envisager un traitement, il faut pousser un peu plus loin les explorations, c'est-à-dire, bien entendu, une biopsie, un scanner spiralé, le drainage du liquide pleural. Par contre, vous notez que pour ce qui concerne le scanner, la scintigraphie osseuse, ça n'est pas un examen indispensable en routine, et le scanner cérébral ou l'IRM cérébral n'est pas utile non plus en pratique clinique. Maintenant, pour les patients chez qui on va pouvoir envisager un traitement chirurgical ou multimodal, c'est-à-dire à la fois chirurgical et autre, il faut dire que ces patients, c'est exceptionnel qu'on ait à avoir ce genre de discussion. Eh bien là, il faudra avoir une fonction respiratoire correcte, il faudra avoir des biopsies adéquates, un scanner thoracique, un TEP scan pour être sûr du caractère localisé de ce mésothéliome, et puis différentes éventuellement médiastinoscopies, etc., pour être sûr de l'extension précise de cette tumeur. Mais il faut retenir que du point de vue pronostic, il y a finalement 2 facteurs uniquement qui entrent en jeu. Il y a le performance status et le type histologique, qui sont les 2 seuls facteurs utiles en pratique clinique. Maintenant, du point de vue traitement, les choses sont assez simples, malheureusement. La chimiothérapie de première ligne est le seul traitement validé à l'heure actuelle. La chirurgie, après de multiples essais, la chirurgie est non validée, hormis la pleurectomie pariétale si on a affaire à un stade très précoce, c'est-à-dire un stade 1 petit a. Pleurectomie pariétale. Pour ce qui concerne la radiothérapie, sa place n'est pas définie, hormis
la radiothérapie palliative pour les formes douloureuses, principalement les formes qui sont, pour lesquelles il y a un point douloureux précis, avec un envahissement pariétal. Alors, pour ce qui concerne la chimiothérapie, les choses sont assez simples. L'association classiquement reconnue efficace dans le mésothéliome, c'est l'association cisplatine-pémétrexate, avec un taux de réponse de 41% et une médiane de survie de 12 mois, ce qui est statistiquement significatif par rapport au platine seul, qui est le médicament de base. Bon, 12 mois, ça n'est pas trop mal, mais vous voyez que pour les autres associations, ça tourne autour de 8 à 10 mois. Et vous savez que tout le problème de l'évaluation de ces traitements, c'est que vous avez des mésothéliomes qui évoluent relativement vite et d'autres qui vont être stables pendant des mois, voire des années, ce qui complique l'évaluation de la chimiothérapie. Ce qui est clair en tout cas, c'est que les patients, et ça c'est important, doivent recevoir des soins palliatifs. Très bien. Et un autre point qui me paraît important aussi, c'est que tout le monde admet aujourd'hui que la chimiothérapie doit être entreprise avant l'apparition des signes fonctionnels. Et on a toujours tendance à dire, on ne sait pas trop comment va évoluer cette tumeur, le patient est asymptomatique, on va attendre pour le traiter. Tout le monde est à peu près d'accord pour dire que c'est peut-être pas bien d'attendre. Si on doit faire une chimiothérapie, si le patient peut recevoir cette chimiothérapie, il vaut mieux l'entreprendre avant l'apparition des signes fonctionnels. Et quand on démarre une chimiothérapie, il est reconnu qu'il faut faire 6 cycles de chimiothérapie s'il existe une réponse ou s'il existe une stabilité. Ça ne sert à rien de prolonger plus le traitement. Vous avez par ailleurs des thérapies ciblées. Alors, beaucoup de thérapies ciblées sont à l'étude. La thalidomide, échec. Et en cours d'investigation, vous avez le bevacizumab. En France, on a un essai actuellement du bevacizumab en phase 3, dont on n'a pas les résultats définitifs, mais cela ne paraît pas d'une grande efficacité. Il y a également des essais avec des anticorps antimésothéline, des vaccins antimésothéline, mais pour l'instant, il n'y a aucun résultat précis. En conclusion, en tout cas, je donnerai des conclusions françaises et on pourra discuter ensuite avec ce que vous avez l'habitude de faire au Liban. 1. La déclaration du mésothéliome est maintenant obligatoire, de manière à savoir exactement combien il existe de mésothéliome sur le territoire, ce qui est important. Le deuxième point qui est important aussi, c'est que depuis 1 an ou 2 maintenant, a été mis en place un réseau mésoclin, c'est-à-dire que le mésothéliome fait partie des tumeurs rares pour lesquelles il y a une réunion de concertation multidisciplinaire nationale de manière à recenser ces cas et les traiter. Enfin, et ça c'est très important, il y a un réseau d'anatomopathologistes qui s'appelle le réseau Mésopathe. Toutes les lames de mésothéliome sont relues par ce réseau de manière à authentifier le mésothéliome et ne pas confondre avec un adénocarcinome ou un épidermoïde. Et puis il y a différents protocoles en cours sur la chimiothérapie, la radiothérapie, la thérapie ciblée, mais encore une fois, jusqu'ici, les résultats ne sont pas brillants. Je vous remercie. On peut prendre quelques questions si l'audience est ici. Tu n'as pas parlé, Étienne, de la radiothérapie préventive sur les orifices de thoracoscopie et de biopsie pleurale. Est-ce qu'on le conseille toujours? Oui, c'est volontairement, je n'en ai pas parlé, parce que c'est discuté. On a l'habitude, enfin plutôt on avait l'habitude en France de le faire systématiquement, parce qu'on sait que quand on a fait une thoracoscopie, il y a un fort risque de greffe au niveau de l'orifice. Et ça a été recommandé pendant longtemps. Et puis les Anglais ont beaucoup discuté. Il y a eu une méta-analyse qui a été faite il y a 1 an ou 2, je crois, qui est très partagée. Donc autrement dit, est-ce que
il est clair que quand on fait une thoracoscopie, il y a un fort risque de greffe autour de l'orifice, de greffe tumorale. Il est clair aussi que faire de la radiothérapie sur cet orifice, de la radiothérapie préventive, après thoracoscopie, on diminue le nombre de greffes. Mais la greffe n'est pas obligatoire. Est-ce qu'il ne faut pas surveiller cet orifice et faire de la radiothérapie uniquement s'il y a une greffe? C'est ça qui se discute. Parce que la radiothérapie est efficace non seulement en préventif, mais en curatif. C'est pour ça que les indications ne sont pas très claires. Je ne sais pas ce que vous avez l'habitude de faire au Liban. Vous faites de la radiothérapie préventive? Oui. Pour la radiothérapie, en préventif, non. Mais je crois qu'après chimiothérapie ou pas, je suis pas spécialiste. Hein. Mais il faut dire que les mésothéliomes ici au Liban, ça existe. Il y en a plusieurs cas. On est exposé à l'amiante. Il y avait plusieurs usines au Liban qui utilisent l'amiante. Et donc, c'est un problème qui existe actuellement. Vous pensez qu'après combien de temps d'abstinence, d'exposition, on peut dire que le risque de mésothéliome va baisser comme la population normale? La latence estimée est de 40 ans. Ce qui veut dire que, et c'est ce qu'on voit chez nous, l'amiante est interdite depuis 90, nous en sommes donc 20 ans plus tard, et on voit toujours une augmentation du nombre des mésothéliomes, et on attend que ça augmente encore pendant 10 ans. Ce qui veut dire que si on arrête l'utilisation de l'amiante, il faut au minimum 30 ans, voire 40 ans, pour voir une régression du nombre de mésothéliomes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Yeah, please. Docteur Youssef? C'est le volume de la biopsie qui est important lorsque vous mentionnez la thoracoscopie. Il y a eu quand même des résultats qui ont été donnés sur des biopsies pleurales à l'aiguille d'Abrams, avec un gros morceau, et dirigé par un scan, et où on prenait non pas un, mais 3 ou 4 prélèvements, c'est facile, une fois qu'on est dans le Bien sûr. Dans la zone active. Est-ce que c'est toujours acceptable? Parce que la thoracoscopie est excellente, c'est un excellent examen, mais dans un pays qui a besoin de diminuer un peu les dépenses, la biopsie à l'aiguille serait faisable. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, mais vous avez défini toutes les conditions nécessaires pour avoir des biopsies positives. C'est-à-dire biopsie sur un endroit où il y a effectivement une plèvre épaisse, avec un gros prélèvement, et moyennant quoi on peut avoir effectivement des prélèvements. Mais disons que de façon générale, on ne recommande pas de faire un diagnostic sur des biopsies pleurales, pour la raison simple, c'est que en France, toutes les lames, tous les anatomopathologistes envoient leurs lames au réseau mésopathe, c'est-à-dire aux anatomopathologistes qui vont confirmer le diagnostic. Et il est clair, et ces anatomopathologistes nous disent, 2 fois sur 3, le prélèvement est ininterprétable. Donc c'est pour ça qu'on a tendance à dire, faites des thoracoscopies de façon systématique. C'est pour cette raison. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de prélèvement positif. Dr. Youssef. My question, I have a comment and then a question. The comment about the radiotherapy. We do it about 10 patients every year with thoracoscopy and diagnostic. And until now, in the last 8 years, when I'm using to be in Lebanon, I saw only once a tumor recurrence, a relapse in that trocar. And for this reason, I can understand the recommendation that we don't need to do in everybody, in every patient with thoracoscopy, a radiotherapy. Mm-hmm. Only once from about 80 patients when I saw in the last 8 years. I have another question because we see a lot of patients in this country for the simple reason until 1984,
There are fabrics in Lebanon, they produced asbestosis, unfortunately. It's other than in Europe until 60s, it was forbidden. My question is, when we see now a patient with pleural effusion, we do a thoracoscopy, we have the diagnosis, we do a talcage on the same procedure as a therapeutic and as a diagnostic procedure. We send him for PET scan, and we know he has only a pleural tumor. It's a mesothelioma. We send him for chemotherapy. Then for what is your recommendation? In my point of view as a surgeon, I will see him again with a CT scan, and I will decide if he is well accepted from the chemotherapy, what he received. Then I will do in him a mediastinoscopy to be sure that he had not an two disease. And in this case, I will operate on him. I do a pleurectomy. What's your recommendation, please? Yes, I agree with your comment. But you defined all the conditions to perform surgical resection. But I think it's the first problem is to have a surgeon who knows the mesothelioma surgery. I think it's very difficult. It takes about 6 hours for the operation. Yes, yes. What is needed to do Yes. it takes about 6 hours. Of course. Encore, on prend une question. I have one question about the CT scan. So CT scan is usually used for screening of mesothelioma, and the diagnosis is done by the thoracoscopy. And what about the earliest stage can be discovered by the CT scan? Is it the stage 1, the first stage, can be discovered by CT scan or not? I'm sorry, I didn't understand. Is For the the first CT stage- scan. Yeah, Yes. is the first stage of mesothelioma can be discovered by CT scan? Yes. Yes, it It can be gives- discovered, but it's The not. first stage, T1A. Yes, it can be discovered, but CT scan is not considered as a good technique for screening. It's different. You can see, but it's not a good technique for screening. So what's the best screening test can be done for that? What? What's the best screening test? Screening test. Yes, What's the best? but if you have a screening tool, you must. It's positive if you can modify the survival of the patient. But screening with CT scan doesn't modify survival. You understand? What do you propose for that? What's the, I because have nothing to propose. I'm a GP and I work as I can understand French if you. I have nothing to propose, but there is no trial. It's only it's not CT scan is not recommended for screening, but we have no trial today. CT scan versus chest X-ray or something like that. Une dernière question, s'il vous plaît. Merci. Je voulais vous poser la question du talcage. Qu'en pensez-vous et est-ce que vous pensez que ça doit être réalisé dans le même temps que la thoracoscopie? Oui. Merci. Oui, absolument. Il faut, à partir du moment où il y a du liquide, il faut profiter du fait, vous avez fait de bonnes biopsies, donc vous n'aurez pas besoin d'en refaire, et donc il faut profiter de la thoracoscopie pour faire systématiquement un talcage. Ça, vous avez raison de le souligner. Merci, Monsieur Etienne. Avant de passer au deuxième conférence, je vous rappelle de bien vouloir éteindre les cellulaires et de les mettre sur le mode silence. Merci. On va passer à notre deuxième sujet avec le Dr Lotfi Ben Hamid, praticien hospitalier, chirurgien thoracique à Valenciennes. Il va nous parler du traitement de l'empyème pleural. Merci. Donc, monsieur le modérateur, mesdames et messieurs, chers collègues, nous allons rester toujours au niveau de la cavité pleurale. Nous avons parlé d'une autre pathologie qui est l'empyème
le temps que ça charge. Donc nous allons suivre ce plan pour décrire un peu la pathologie et la prise en charge. Je ne vais pas parler des opièmes d'origine tuberculeuse et fongique parce que ça relève d'une prise en charge bien spécifique. L'opième pleural est une pathologie bien ancienne, connue par tous, et qui nous pose problème de prise en charge jusqu'à maintenant. Ancienne parce qu'elle était déjà décrite par Hippocrate. C'est le premier qui a fait la différence entre opium et hydrothorax, et le premier à décrire l'évolution clinique, les signes cliniques, et le premier à avoir incisé un opium drainé dans la paroi thoracique. C'est au début du 19e siècle qu'on a commencé à mettre des drains au niveau de la cavité pleurale par Wyman. Après Playfair, en 1875, il a développé le système de siphonnage. Et après, avec les travaux de Graham et Bell, qui ont commencé à réséquer une côte pour drainer l'opium pleural, qui avec une grande mortalité qui avoisinait les 30%. À la fin du 19e siècle, des procédures de thoracoplastie, de décortication se sont développées. Delorme, un chirurgien français, en 1893 a décrit la décortication, ainsi que Fowler en 1901. Et après, jusqu'à 1923, Egers a développé encore cette technique de décortication et a décrit cette technique sur 146 patients avec succès. La pathogénie de l'opium, qui est une collection dans la cavité pleurale, de collection de pus, ça peut provenir la majorité des cas des structures adjacentes, le plus souvent le poumon, en majorité des cas l'épanchement parapneumonique. Il peut y avoir une pathologie parenchymateuse sous-jacente, à savoir une dilatation de branche, une tumeur abcédée, ou un abcès pulmonaire. Il peut y avoir aussi une pathologie de malformation pulmonaire, type de séquestration. Il faut noter aussi dans ce groupe une présence de foyers infectieux dentaires le plus souvent. Deuxième partie, l'inoculation iatrogène à la suite de ponction pleurale, à la suite de pose de drain, à la suite d'un geste chirurgical. La dernière voie d'inoculation et la voie hématogène qui représente à peu près moins de 15%. Concernant la bactériologie, le plus souvent, lorsqu'on réalise des prélèvements oblique-opératoires, les prélèvements sont stériles, car les patients ont déjà reçu beaucoup d'antibiotiques et l'infection a été décapitée. Mais lorsqu'on retrouve des bactéries, c'est surtout des pneumocoques qui représentent 64% des cas. La différenciation des stades de progression et d'évolution de l'opium a été décrite par la Société thoracique américaine en 1962, qui a divisé l'évolution en 3 stades. Ces stades-là sont très importants pour le traitement et la prise en charge, qu'on verra après. La présentation clinique, elle est représentée surtout par la fièvre, la toux, la dyspnée, c'est en fonction de l'importance de l'épanchement pleural et parfois les douleurs thoraciques. La présence de signes cliniques ou l'apparition de signes cliniques n'est pas pathognomonique de complications. Et surtout, lorsque persistent les signes cliniques malgré le traitement, il faut pousser les investigations afin de rechercher une cause passée inaperçue. Concernant l'évolution et les complications peuvent survenir à n'importe quelle phase qu'on a vue, phase de l'opium, mais elles sont plus fréquentes en phase chronique. L'opium, il va chercher à s'évacuer naturellement. Il s'évacue généralement au niveau de la paroi thoracique, c'est ce qu'on appelle l'opium de nécessité. Il peut s'évacuer par la branche, c'est ce qu'on peut avoir la vomique, ou dans le médiastin, ou dans les différents éléments du médiastin, parfois même en sophrénique. La dernière complication, c'est la fibrose pulmonaire.
Cet article est très intéressant parce qu'il a cherché des facteurs de risque chez des patients, des facteurs de risque de complications chez des patients qui présentent des empyèmes, et ils ont retrouvé des facteurs de malnutrition, des bronchopnéumopathies obstructives chroniques et la toxicomanie. Maintenant, l'imagerie, comme vous connaissez, c'est la radiographie thoracique standard, l'échographie, et surtout maintenant, c'est le scanner thoracique qui nous permet de faire le bilan complet de cet empyème, de voir sa taille, son importance, la présence de collection médiastinale ou pas, et surtout de voir le parenchyme sous-jacent et s'il y a une cause à cet empyème. Voici une radiographie thoracique d'un patient de 26 ans, toxicomane, qui s'est présenté avec un empyème droit. Voici son scanner coupe coronale. Une coupe médiastinale, on voit bien que le lobe inférieur est complètement ratatiné avec des poches au niveau de la scissure aussi. Ce scanner, c'est un scanner d'un deuxième patient de 50 ans qui présente un empyème gauche avec un engainement complet du lobe inférieur gauche. On peut l'avoir aussi sur la coupe parenchymateuse. La prise en charge. La prise en charge dépend surtout de la cause de l'empyème, de son stade qu'on a vu, le stade d'évolutivité, dépend aussi de l'état du parenchyme sous-jacent, dépend aussi de l'état du patient, l'état clinique et son statut nutritionnel. Bien sûr, la présence ou pas de fistule bronchopleurale peut aussi influencer sur le management. Le but du traitement, c'est de contrôler l'infection avec une antibiothérapie bien adaptée et drainer le pus de l'espace pleural qui va permettre aux poumons de se réexpandre et d'occuper la cavité pleurale et de fermer ainsi cette cavité. L'importance, le traitement essentiel, c'est l'antibiothérapie et le drainage. Les antibiotiques, il faut que ce soit administré dès le début de l'empyème, basé sur l'antibiogramme. Vu l'acidité du milieu et le milieu qui est anaérobique, c'est préférable d'utiliser la pénicilline ou les céphalosporines. Le traitement, la durée du traitement est de 2 semaines à 4 semaines. Le drainage, il faut qu'il soit fait selon les règles de l'art. Les ponctions itératives sont à décommander car sont facteurs d'infection. La taille du drap, il y a eu pas mal d'études, pas mal de papiers pour comparer le petit drap par rapport à un gros drap. Mais avec l'expérience, il faut mieux avoir un gros drap afin de bien drainer la plèvre et éviter le passage de chronicité. Il faut éviter de mettre ce qu'on appelle les draps en côte de cochon. J'ai rien contre les cochons, mais ces draps peuvent donner des complications plus que traiter la maladie. Les deuxième volet de traitement, c'est l'utilisation des fibrinolytiques. Les fibrinolytiques ont été introduits dans le traitement de l'empyème depuis plus de 60 ans. Cette méta-analyse permet de comparer, d'étudier ces 7 papiers sur l'utilisation des fibrinolytiques dans le traitement de l'empyème, mais malheureusement il n'y a pas la conclusion n'était pas très fructueuse. Les fibrinolytiques peuvent être utilisés, mais il n'y a pas d'argument scientifique pour dire qu'il faut les utiliser d'une manière systématique. Donc, l'utilisation des fibrinolytiques reste controversée. Ils sont utilisés lorsque l'épanchement devient épais, le drap se bouge, ou surtout c'est des patients qui sont
qui ont beaucoup de tares associées, âgées, et qui ne peuvent pas supporter un traitement chirurgical. Il n'y a pas de protocole, chacun utilise les fibrinolytiques en fonction de ses habitudes. Il n'y a pas de dose, il n'y a pas de nombre de combien de fois on injecte de fibrinolytiques n'est pas précisé. Le passage à la chronicité dépend du délai du diagnostic. Parfois, dépend aussi d'un traitement non adapté, un traitement antibiotique ou drainage non adapté. Et parfois, malgré le traitement, la présence d'une cause qui n'a pas été décelée, un abcès pulmonaire ou une fistule bronchopleurale. La décortication connue depuis 1893, décrite par Delhomme, qui déjà durant ce temps-là, il a posé le problème de la fonction respiratoire et a préféré libérer le poumon afin de récupérer une fonction respiratoire ultérieure. Donc la décortication, c'est peler complètement le poumon et d'enlever la plèvre pariétale et viscérale afin de libérer le poumon qui va se réexpandre et va complètement combler l'espace pleural. Parfois, on est amené à réséquer un bout de poumon qui peut être le siège du foyer infectieux. Depuis les années 90, la chirurgie vidéo, la thoracoscopie s'est développée et on commence à faire les décortications par thoracoscopie lorsque il y a échec de traitement médical ou apparition de logette, comme on voit bien sur cette photo. Donc la thoracoscopie, ça dépend des équipes, 3 incisions ou 4 incisions. On a besoin d'une sonde d'intubation double lumière afin d'affaisser le poumon pour pouvoir travailler. Voici ce tableau qui résume un peu les différentes séries de thoracoscopie dans la prise en charge de l'OMPIEM. On voit bien qu'en fonction des équipes, il y en a qui font une thoracoscopie dès la phase 1, sinon parfois la phase 2 ou la phase 3, il n'y a pas vraiment de consensus, avec généralement un bon succès, voire très bon, et une mortalité très minime. Ce papier a comparé une prise en charge de l'OMPIEM par thoracoscopie versus drainage pleural simple. Bien sûr, comme vous pouvez imaginer, la thoracoscopie était très supérieure avec un séjour hospitalier très court. Cette équipe londonienne a comparé la thoracoscopie versus thoracotomie dans l'OMPIEM, mais il n'y avait pas de grande différence, les deux se valaient. Dans le JTCS, tout récemment, il y a eu cet article sur 111 OMPIEM, 27 ont été traités par décortication, avec une réponse et un succès qui allait jusqu'à 95%, comparé au simple drainage qui était de 56%. Voici la radiographie du patient que je vous ai montré avant avec l'épanchement avec l'OMPIEM à droite. Cette radio, une semaine après une décortication, qui a retrouvé le poumon, s'est déplissé et retrouvé sa position. Maintenant, lorsqu'il y a échec de la décortication, que ce soit par thoracoscopie ou à ciel ouvert, ça reste le problème de la cavité. Dans ce cas-là, on réalise ce qu'on appelle open window thoracostomie, ce qu'on appelle en français la pleurostomie ou thoracostomie, qui a été déjà décrite par Islander en 1890 dans les cas de tuberculose, reprise après par Eliosser et développée après par Clagett. Ça consiste à réséquer une partie d'une côte, 2 ou 3 côtes, pour créer une ouverture, une fenêtre, afin d'évacuer et de faire des lavements pleuraux. Bien sûr, on la réalise lorsque le poumon reste
trappés dans une gangue fibreuse. Voici l'aspect clinique. C'est pas très beau, mais ça peut rendre service aux patients. Ça nécessite beaucoup de nursing, des pansements tous les jours pendant des semaines, voire des mois. On arrive à l'opium post-chirurgical après chirurgie thoracique, après résection pulmonaire, qui reste un problème majeur. Il représente 20% de l'ensemble des opièmes. Il est fréquent surtout après pneumonectomie, ça dépend c'est les séries de 2 à 12%. Il est moins fréquent après lobectomie, 1 à 3%. La présence de la fistule bronchopleurale, la fistule bronchopleurale dépend de la prise en charge ultérieure. Ça, on va la développer après. Et en cas de présence de fistule bronchopleurale, le risque, c'est l'inondation du poumon restant qui peut être dramatique pour le patient. Ce papier de Lieberman a sorti un peu les facteurs de risque chez les patients opérés du thorax à développer une fistule bronchopleurale. Et ce qui est sorti, c'est les facteurs métaboliques et les facteurs des traitements néoadjuvants, radiothérapie, chimiothérapie. Ce papier aussi d'une équipe marseillaise qui a sorti aussi le côté droit comme facteur de risque, BPCO et le non-sevrage tabagique. En pratique, dans l'opium post-chirurgical, la prise en charge, il faut faire une fibroscopie bronchique afin de déceler la présence ou pas de fistule bronchopleurale, de vider la cavité pleurale par un bon drainage et associé à une antibiothérapie adaptée. Chez les patients qui n'ont pas de fistule bronchopleurale, Claquade a décrit une méthode afin de stériliser la cavité par injection d'antibiotiques à base de 3 antibiotiques pendant 10 à 14 jours. Voilà le schéma de prise en charge de la cavité pleurale sur opium. Bien sûr, c'est en fonction de la présence ou pas de la fistule pleurale. Vous remarquez bien, lorsqu'il y a une fistule, là, on est plus agressif, on réalise une pleurostomie d'emblée afin de sécuriser le poumon restant. S'il n'y a pas de fistule, on a plus de temps, on stabilise le patient, on peut essayer de stériliser la cavité et c'est échec, on revient à ce bras-là. La cavité résiduelle. La cavité résiduelle, c'est la cavité qui va nous poser problème car elle est source de l'infection et c'est la cause de l'infection qu'il a décrit Claquette en 1963. La première méthode pour effacer cette cavité, c'est la thoracoplastie. La thoracoplastie, on peut imaginer pour comprendre, enlever l'armature de la tente va tomber. C'est pareil avec la paroi thoracique, on enlève les côtes pour effacer la cavité restante. Elle était décrite en premier par Eslander en 1879, c'était sur des cas de tuberculose. Reprise après par Alexander en 1937. Voici une radiographie d'un patient avec une cavité de pneumonectomie droite. Voici l'aspect péropératoire avec la fistule du moignon du tronc souche. On voit bien le plastron des muscles intercostaux, on a enlevé les côtes. L'affaissement du plastron des muscles intercostaux. Vous voyez bien la radio avant, la radio après ablation des 8 premières côtes, on a bien un affaissement quasi parfait de la cavité qui est complètement effacée. Deuxième méthode d'effacement de la cavité résiduelle, les muscles extra-thoraciques sont utilisés parce qu'ils ont une bonne vascularisation et on peut les transposer sur leur axe vasculaire. Ils permettent de combler complètement l'espace pleural, de fermer les fistules bronchopleurales et surtout de renforcer les sutures trachéobronchiques et oesophagiennes. La première myoplastie est décrite par Aprachnov en 1911. Voilà les différents muscles qu'on peut utiliser, le muscle grand pectoral, le dentelé, le dorsal, le grand droit, on peut même utiliser l'épiplan.
Une équipe parisienne qui a pris en charge 46 patients avec opium post-chirurgical. Ils ont réalisé des pleurostomies. Après, ils ont réalisé des thoracomyoplasties associées au nom à une plastie de l'épiplan avec des bons résultats, à peu près plus de 90%. Voici ce qu'on a décrit comme technique pour fermer une cavité résiduelle apicale après lobectomie par transposition de muscle grand pectoral par rapport antérieur. Le muscle diaphragmatique peut être aussi utilisé pour fermer ou pour renforcer une suture bronchique. Ce papier de l'équipe lilloise a regroupé toutes les séries de la dernière 2 décennies sur les thoracomyoplasties pour traiter les opiums avec des résultats très bons. Voici en dernier l'utilisation, ce qu'on appelle du VAC. C'est un pansement à pression négative. On met une compresse toujours dans le but d'effacer cette cavité. La mousse à l'intérieur de la cavité pleurale. On met au-dessus l'opside afin d'avoir une étanchéité. Le tout est relié à un moteur d'aspiration. Le patient peut sortir sur lui et déambuler. Les pansements sont refaits tous les 2 jours, voire tous les 3 jours. Et ça permet une cicatrisation rapide et un bourgeonnement rapide. En conclusion, l'opium nécessite une prise en charge assez rapide dès le début de l'évolution avec un bon traitement antibiotique et un drainage. Si une antibiothérapie adaptée aux bactéries. Et si les signes cliniques persistent malgré le traitement après 10 jours, il faut chercher une cause non retrouvée auparavant et surtout l'orienter vers le chirurgien afin d'éviter les séquelles. J'ai comparé cette passation de patients entre pneumologue et chirurgien avec le relais 100 mètres. Il ne faut pas dépasser une certaine ligne pour faire le relais. Pareil avec les pneumologues et le chirurgien. Il ne faut pas attendre trop car risque de séquelles irréversibles et la chirurgie ne pourra pas faire grand-chose. Voilà, merci. Merci. Nous avons le temps pour quelques questions. Je voudrais d'abord remercier Lotfi pour la qualité de son exposé, tout à fait remarquable. Je voudrais peut-être ajouter un petit point, c'est le problème de la thoracoplastie d'Andrus, parce que vous avez vu que l'open thoracostomie, c'est quand même invasif, mais quand vous avez des poches enquistées qui passent à la chronicité, c'est une technique qui permet d'amener la paroi au poumon quand le poumon n'a plus de possibilité d'expansion. Enfin, c'était le seul commentaire que je vais faire à propos de cet exposé qui est tout à fait excellent et dont je te remercie. Alors justement, vous parliez du passage du témoin entre le pneumologue et le chirurgien. Alors le problème, c'est de savoir où est la ligne. Parce qu'on peut soit faire ce passage de témoin de façon très précoce et l'infection n'est pas contrôlée, mais il y a peu de brides, ou alors le faire tardivement quand l'infection est contrôlée, mais à ce moment-là, il y a des brides de façon très importante. Alors qu'est-ce que recommande l'école lilloise ? Le problème, c'est le passage parce qu'au début, on avait l'habitude avec la chirurgie invasive, la décortication, la thoracotomie. C'est pour cela la chirurgie était dans l'esprit, c'était un gros geste. Et c'est pour cela le passage ne se faisait pas d'une manière assez rapide. Maintenant, avec le développement de la thoracoscopie, avec la méthode mini-invasive, on peut faire des gestes pas très lourds. Et ces gestes-là qui peuvent se faire au début de l'apparition de l'opium pour justement ne pas éviter d'arriver à un stade pour faire un geste lourd.
c'est les habitudes, à mon avis, qui... Quel serait pour vous l'avenir de l'antibiothérapie intrapleurale? Est-ce que vous voyez une place pour cette... il y a eu quelques études, il y a eu quelques papiers dans ce sens-là, mais ça a été démontré que le passage, lorsqu'on donne les antibiotiques par voie systémique, le passage intrapleural était la même concentration, il n'y avait pas de différence, il n'y avait pas besoin de mettre des antibiotiques dans la cavité pleurale. Je voudrais vous faire un petit commentaire, c'est à propos des habitudes que nous avons perdues, celle d'utiliser longuement ou d'une façon assez prolongée les fibrinolytiques, le fait de plus d'attendre plus que nous attendions auparavant, et le fait que, en disant éventuellement, enfin, dans une de vos diapositives, que l'âge était un problème pour intervenir, pour ne pas utiliser une méthode agressive chez les malades, c'est la venue de la vidéo assistée, de la thoracoscopie vidéo assistée, qui a réellement modifié énormément nos habitudes. Et nous constatons avec beaucoup de satisfaction que le malade ne perd pas de temps, que la guérison est vraiment rapide et solide. Surtout qu'actuellement, les thoracoscopistes sont très entraînés. Nous avons la chance d'avoir avec notre équipe un thoracoscopiste qui est avec nous, Dr Youssef ici, et qui l'a fait d'une façon admirable. Et réellement, ceci a modifié énormément le timing, les ennuis énormes que nous avions avec les ANPM, qui maintenant deviennent une pathologie facile, non stressante et non désagréable. Je rejoins tout à fait votre remarque, mais la thoracoscopie a beaucoup changé la prise en charge de l'ANPM, surtout dans la phase aiguë, mais il faut préciser aussi, il y a certains ANPM, certaines pleurésies purulentes, où lorsqu'elle arrive au chirurgien, elle arrive à un stade chronique, un stade des mois après, où la plèvre elle est complètement du béton, on n'arrive pas à rentrer. Donc la thoracoscopie, dans cette phase-là, n'a pas beaucoup d'utilité, je pense.